Ok, bien. Nous avons pu récupérer à peu près l'intégralité de la salle après cette pause bien méritée. À côté de moi, à ma droite, Monsieur Courtois, sénateur-maire de la ville de Mâcon, rapporteur du projet de loi sur la réforme des territoires au Sénat. À ma gauche, Olivier Harifon, qui est maître de conférence à l'IUT Robert Schuman, Université de Strasbourg. Et à ma droite également, M. Rochebrune, qui est secrétaire général aux affaires régionales et qui va représenter le préfet. Tout d'abord, je passerai la parole à M. Harifon pour une intervention consacrée à l'intelligence territoriale, éveil économique, stratégique, intérêt et mise en place. M. Harifon, vous avez la parole. Merci. Et tout d'abord, je remercie Patrice Raymond parce que son invitation me permet de découvrir un univers complètement différent du mien et de tenter de vous sensibiliser aux questions d'information et de communication. Donc mon approche est totalement différente de ce qui a été dit tout à l'heure, mais en même temps, beaucoup d'idées vont se recroiser ou se lire différemment. Et j'espère que ce sera l'intérêt clé de cette intervention. Donc les deux premières diapositives sont des choses que vous connaissez déjà, mais je les signale quand même. Tout d'abord, les raisons d'une intelligence territoriale, puis après je la définirai. Montée en puissance et concurrence accrue entre espaces, ça c'est une évidence. Complexité des acteurs et des décisions, c'était le reflet de la table qui était là tout à l'heure et qui a été l'objet du débat. Le contexte, mondialisation, j'insiste beaucoup sur la mobilité physique et informationnelle. Donc TIC, c'est l'acronyme classique pour technologie de l'information et de la communication. On peut dire aussi monde numérique, c'est la même chose. Et puis, une chose qui m'est chère et qui n'a pas été évoquée aujourd'hui et qui reviendra en conclusion, c'est que tous ces facteurs ont une influence sur les identités, à la fois individuelles et collectives. Et je crois que l'intelligence territoriale a un rôle à jouer là-dedans. Et je crois que la structuration des territoires met aussi en jeu les questions d'identité. Ce qui fait que j'ai un discours qui est à la fois autour de la technique, mais aussi autour de l'humain. Alors, tout d'abord, quelques éléments pour savoir comment on évalue un territoire selon différentes grilles. Certes, il y a beaucoup de mots au tableau, enfin, dans cette diapositive, mais j'ai pris 3 sources, parce qu'en fait, l'évaluation d'un territoire, c'est d'abord par le monde économique et surtout par le monde immobilier. Il faut savoir que les études d'évaluation des territoires actuellement en Europe, c'est par des sociétés d'immobilier qui vont vendre des bureaux à des entreprises. Donc là, on a le rapport Heller et Baker de European Cities Monitor et qui est fait par la structure qui a 15 000 collaborateurs qui s'appelle Cushman & Wakefield et qui donc va lister des paramètres que je vous laisse lire bien entendu, qui ont été dits plus ou moins tout à l'heure, mais je vous les présente une nouvelle fois et ça permet de savoir ce que c'est. Le plus récent des paramètres, le plus ancien des paramètres, c'est accès au marché et main-d'œuvre qualifiée. Le plus récent, c'est le dernier, c'est liability en anglais, ou pollution, ou qualité de vie. Donc ça, c'est la première grille qui, je le rappelle, vient du côté des gens dans l'immobilier. D'autres grilles encore, par exemple le City Brand Index, qui est quelque chose complètement émergente que je verrai tout à l'heure. Eh bien, c'est en anglais la localisation, la présence, l'équipement, la population, l'attractivité et le potentiel. Vous voyez des choses qui sont à la fois techniques, mais d'autres choses qui sont beaucoup plus émotionnelles, irrationnelles, qui sont liées au plaisir d'une ville. Alors là-dessus, c'est très facile de mettre une ville comme Londres. Vous savez, tout le discours qu'on a sur Londres ou sur Barcelone, on n'est pas aux mêmes échelles de villes, mais ça c'est une autre question, peuvent être là-dessus. C'est le classement aussi des annuels des magazines comme l'Express ou Le Point, les villes où il fait meilleur vivre. Une grille d'urbanistes, enfin, alors très franco-française, qui a classé un travail de la Datar, qui a classé ça en 2003, je crois. Et on voit des choses intéressantes comme le nombre de foires, salons et congrès. Évidemment, ça va être attractif, ça va attirer du monde. Ça va faire. J'apprenais récemment qu'un congressiste dépense 150 € par jour. Donc pour une ville, c'est très important. Et puis des choses qui sont en pleine émergence. Le domaine universitaire, qui m'est cher évidemment. Nombre d'étudiants. L'Université de Strasbourg se glorifie, est heureuse à chaque fois d'annoncer qu'elle a le plus grand nombre d'étudiants en France grâce à la fusion de ces 3 universités. Donc je répète le discours. Et puis autre chose plus rare, nombre de revues scientifiques éditées ou réseaux de recherche. Et ça a été dit tout à l'heure, pas aussi nettement.
Et je crois que le mot réseau a été utilisé, mais on peut y ajouter réseau de savoir et réseau de personnes qui vont permettre à des régions de s'enrichir et d'échanger des idées, ce qui est typiquement le colloque dans lequel nous participons aujourd'hui. Ça enrichit Dijon, ça enrichit chacun des participants et ça génère des flux. Plus systémique et à mon avis encore plus intéressant, il y a une sociologue qui travaille là-dessus, qui est une américaine, c'est ce qu'elle appelle Sakya Sassen, et qui définit ça comme l'ensemble des services offerts par la ville ou le territoire qui crée un système attractif et qui nous différencie à la fois du local et à la fois du national. Donc on cherche des réseaux, des secteurs spécialisés. Alors à petite échelle, c'est un pôle de compétitivité. Et puis à grande échelle, j'ai trouvé 2 exemples, il y en a bien sûr d'autres. Je n'ai pas trouvé celui de Dijon, mais j'essaierai de le faire la prochaine fois. Par exemple, l'exemple classique, quelle est la ville qui est en réseau à travers le monde pour ses activités financières? Il y en a 2, il y en a 3. New York, Londres et Tokyo. Donc si on met ça, ces villes sont en réseau uniquement pour des raisons financières et pas toujours pour d'autres raisons. Bon, il se trouve que c'est des villes qui ne sont pas complètement significatives parce qu'elles sont tout à fait en haut du tableau. Strasbourg a une particularité que vous savez, c'est d'être en réseau pour le cas des organisations supranationales ou non gouvernementales relatives aux droits de l'homme. Strasbourg met toujours en avance capitale des droits de l'homme. Eh bien évidemment, elle est en relation par des flux d'idées et de personnes avec Genève et Washington, les 2 endroits où aussi on travaille sur les droits de l'homme. Donc on voit bien qu'on a des systèmes de réseau qui ne sont pas complètement liés au territoire et qui ne sont pas complètement liés au global. C'est une approche extrêmement intéressante. Alors on a cité tout à l'heure le cluster Vitagora, c'est ça? Je pense qu'appliquer une très grille d'analyse sur 5 tels clusters peut donner des résultats intéressants. Alors une petite définition, j'aime bien travailler en tant que chercheur autour des définitions. L'organisation innovante, mutualisée et en réseau de l'ensemble des informations et connaissances utiles au développement, à la compétitivité et à l'attractivité d'un territoire collectivement et pour chacun de ses acteurs. Donc on a encore toujours les dimensions d'information, de mutualisation et de circulation au service de l'attractivité d'un territoire parce qu'aucun leurre dans tout ça, le but final, c'est d'obtenir des emplois. Et là-dessus, il n'y a pas d'erreur. Alors, dans mes travaux précédents, qui ont été publiés plusieurs fois, j'ai pu identifier plusieurs paramètres. Donc, j'ai construit une grille qui est donc complètement différente des grilles que vous avez vues précédemment. Le premier paramètre, c'est l'existence d'une marque, en anglais, city branding. Le deuxième paramètre, c'est l'existence d'une plateforme Internet. Bien sûr, maintenant, tout le monde en a. Est-ce qu'elle va être 1.0, 2.0 ou autre chose? La troisième, ça va être le travail en réseau, avec plus ou moins la présence des ambassadeurs et la présence des salons, tels que le MIPIM. Par exemple, Strasbourg investit dans les MIPIM et dans le salon de Munich tous les ans. Je vais vous détailler 2 paramètres, parce que je n'ai pas le temps de les faire tous. Puis la plateforme Internet, c'est assez banal. C'est le concept de marque et le concept d'ambassadeur. Alors, le concept de marque, quelques dimensions qui permettent encore de caractériser l'intelligence territoriale. C'est la dimension politique, la dimension de l'information, la dimension de l'influence, de la gouvernance et qui se concrétise dans 8 domaines. Je crois que sur cette diapositive, je m'arrête sur un seul mot qui n'a pas été cité, mais qui était latent dans les discours, c'est la gouvernance. L'histoire d'une gouvernance. Et j'ai fait un travail d'analyse du cas du plus ancien, à ma connaissance, d'intelligence territoriale faite en France, qui est la ville de Lyon. Donc Lyon a développé une marque ou un city branding, et je vous parlerai après des ambassadeurs d'Alsace et de Franche-Comté. Ce n'est pas les mêmes, bien sûr. Donc le cas de Lyon, c'est très intéressant parce que c'était un travail de terrain. Ça a été initié sous Raymond Barre. Et je ne sais pas quand Raymond Barre a quitté la ville de Lyon, mais je crois que c'est en 2000, et ça a été repris tel quel par Gérard Collomb. Eh bien, la politique, le premier constat, Lyon était connu en France, en Europe et dans le reste du monde pour une seule chose, l'Olympique lyonnais. C'est assez modeste. Euronews, ça ne suffit pas, et la nourriture, ça ne suffit pas non plus. Donc c'était une ville généraliste, mais ça ne suffisait pas. Donc Raymond Barre et ensuite le maire suivant ont décidé d'une gouvernance collective. Alors, ce qui a été cité tout à l'heure pour une autre structure, cette gouvernance, c'est tous les mois ou tous les 2 mois, la chambre de commerce, les universités, les institutions culturelles, l'aéroport, la mairie, l'office du tourisme.
Eh bien, ça fonctionne depuis maintenant 10 ans. Eh bien, si vous passez à Lyon, vous observez une lente convergence visuelle, bien sûr. Pour moi, c'est plus le travail de la communication qui m'intéresse. Puis je ne suis pas lyonnais, donc je n'ai pas tous les détails. Mais vous observez une lente convergence, rien que des institutions qui ont le même discours. Les logos, etc. Avec un objectif très clair pour Lyon, s'installer durablement parmi les métropoles les plus actives dans le top 15. Dans le top 15, c'est le classement de Cushman & Wakefield. Il existe 5 classements en Europe qui se regroupent plus ou moins. Enfin, qui se regroupent. On met les mêmes villes arrivent toujours en haut. Et puis ensuite, c'est un peu plus délicat pour différents paramètres. Mais je n'ai pas le temps de rentrer dans ce domaine-là. Puis en plus, les critères de classement, les paramètres sont connus, mais les critères ne sont pas connus. Donc ça reste propriété des sociétés privées qui les produisent. Évidemment, c'est toujours la même chose. Les buts de l'intelligence territoriale sont d'attirer des centres de décision. Alors le premier cercle, le deuxième ou le troisième. C'est toujours essayer d'avoir des implantations tertiaires. Donc c'est souvent ciblé le tertiaire supérieur international. Et puis, c'est renforcer les pôles de compétitivité internationaux ou attirer des organismes à rayonnement international. Pour Lyon, c'est le cas d'Euronews. Strasbourg est très connu et il faut toujours voir. Donc, j'ai appris la population de Dijon et du Grand Dijon, donc 150 000 et puis 250 000 pour le Grand Dijon. Strasbourg, c'est 250 000 et 450 000 pour le Grand Strasbourg qui s'appelle Lacus. Donc, on a le double et on a une renommée largement supérieure parce qu'elle a su jouer depuis toujours de ces institutions. Mais ça ne suffit pas. Et la ville de Strasbourg, je peux vous le dire tranquillement, est en train de mettre en œuvre des dispositifs pour justement répondre à ce genre de paramètres. C'est-à-dire attirer ce type de cible, ce type de public, tout en ayant derrière une politique de marque. Il n'y a pas de doute. Ce sont des tendances fortes dont je montrerai tout à l'heure l'existence à l'échelle européenne. Voici le logo de Lyon, Only Lyon, qui est, je trouve, absolument génial parce que c'est anglophone, c'est je ne connais pas le terme en anglais, un mot qui peut se lire dans les deux sens, mais je ne sais plus. En français, pardon. Bref, en tout cas, c'est un très bon logo qu'on retrouve dans toute la ville, sur tous les organismes. Seulement, il y a un seul problème, il n'y a pas de positionnement. Donc je vous parle en termes de marketing, même si ce n'est pas ma spécialité. Vous voyez, la ville de Lyon a un logo, mais n'a pas de positionnement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la force de Lyon. Toutes les marques ont un positionnement. Soit c'est écrit, soit c'est implicite, mais c'est toujours nécessaire. Donc la ville de Lyon, après le succès de ce logo, est en train de travailler pour retrouver un positionnement. D'ailleurs, je lisais le logo du Grand Dijon, il y a un logo, mais il n'y a pas de positionnement. C'est intéressant, non ? Un petit peu de benchmarking, donc allez voir ce qui se passe ailleurs. Eh bien, autre ville, autre marque. Alors on peut voir Aya Amsterdam, ce qui est aussi absolument génial. Mais, enfin, je trouve ça créativement. Mais vous voyez que tout ça, il n'y a pas de positionnement non plus. On a donc Amsterdam, Toronto, Stockholm, Glasgow. Enfin, je vous laisse lire. Si, New York City, always open. Ça fonctionne. La ville qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc, j'ai été voir sur plusieurs de ces villes, très peu de villes ont un dispositif complet, comme je vous ai montré tout à l'heure. Très, très peu. C'est Amsterdam la plus avancée. Madrid, ils ont un logo, mais il n'y a rien derrière. Donc c'est bien, mais c'est une étape parmi d'autres. Vous savez que l'intelligence économique ou l'intelligence territoriale, on peut avoir le dispositif complet, on peut aussi avoir 1, 2 ou 3 éléments du dispositif. Il faut bien commencer d'une manière ou d'une autre. Deuxième étude de cas, les ambassadeurs. Donc les ambassadeurs, c'est la logique humaine, et ça réintroduit l'humain dans la technologie, c'est pas plus mal. Autre dimension d'intelligence territoriale, donc un réseau, c'est toujours la même chose, des objectifs clairs, des leaders, des valeurs affichées, des moyens, une ambition. Eh bien, il existe, à ma connaissance, 3 réseaux en France, enfin 3 territoires qui ont mis en place des notions d'ambassadeurs. Alors, la notion d'ambassadeur, c'est simplement des citoyens motivés. Je ne suis pas payé pour ça, je ne suis pas enregistré quelque part. Je suis moi-même membre des ambassadeurs d'Alsace. Je suis juste volontaire pour essayer de capter de l'information ou de la faire circuler. Et c'est l'idée de, puisque je me sens appartenir à une région, je me dis bien je me sens appartenir à une région, je peux, à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, en devenir un des ambassadeurs. Le mot ambassadeur en allemand est très intéressant, c'est Botschaft, c'est porteur de message.
Donc on a bien le sens premier, enfin pas le sens premier, mais le sens large, parce que le sens juridique et politique est différent. Et donc l'idée des ambassadeurs, c'est de faire de la promotion à l'intérieur du pays, de la région, et aussi à l'extérieur de la région. Alors, si vous allez sur le site, il existe les ambassadeurs de Lyon. Et donc vous voyez, vous aimez Lyon, vous avez l'âme d'ambassadeur, rejoignez le réseau des ambassadeurs. C'est gratuit, il suffit juste de s'inscrire et après de participer ou non à ce que l'on veut. Et donc on a là les technologies de l'information, le web 2.0, les lettres d'information, les forums, tout ce qui peut être logique de Facebook pour avoir son profil et pouvoir dire ce qu'on cherche et ce qu'on offre. Donc on a là une dynamisation. Après, il faut des moyens derrière, c'est une des dimensions sur laquelle on bute. Je n'ai pas mis la copie d'écran, mais il existe également, et c'est proche d'ici, les ambassadeurs de Franche-Comté, qui ont créé quelque chose de tout à fait sans réflexion préalable pour 30 000 €, quelque chose de très très simple, et ils regardent comment ça marche. Eh bien, si vous allez sur le site des ambassadeurs de Franche-Comté, vous avez déjà des vidéos ou des PDF à télécharger. Ça vous donne déjà une image de la région. Donc il y a déjà quelque chose. Alors, ça reste modeste. Pour l'instant, il y a 500, 600, 700 personnes. Ça reste modeste. Hein. Et puis, la dynamique reste à prouver. C'est un autre travail des chercheurs. Là, je vous ai fait la copie d'écran des ambassadeurs d'Alsace. On voit tout à fait que c'est pas tout à fait la même clarté. Hein. Là, j'ai un regard plus critique. Mais ce qui est intéressant, c'est entièrement fait 2.0, application iPhone, etc. En bas à droite, vous avez, quand ça fonctionne, le club des ambassadeurs avec votre profil. J'ai fait la copie avant qu'il y ait des photos. Mais vous avez les profils des gens qui s'inscrivent et donc vous pouvez montrer que vous êtes offreur ou quelque chose. Donc là, on rejoint la logique des réseaux professionnels du type Viadeo et LinkedIn qui sont bien dans cette optique de j'offre et je demande. Alors, ce qui est intéressant à voir sur le cas alsacien, c'est qu'il y a 2 réunions par an auxquelles participent entre 500 et 600 personnes. C'est quand même déjà significatif. Et en fait, se construit du lien, de l'échange d'informations et de la promotion des activités de la région. Donc on est bien dans une démarche d'intelligence territoriale avec une dimension humaine et technologique, ou communicationnelle si vous préférez. Quelques limites, c'est toujours intéressant de voir actuellement les limites, parce que c'est vraiment un processus en émergence. Alors s'il existe aussi, on va citer le cas du Nord-Pas-de-Calais qui aurait un travail en réseau. Voilà, je voulais chercher le troisième endroit. Ça fait 4 en France. Les autres, s'il y en a d'autres, je serais content que vous me les signaliez. Quelques limites, les limites des ambassadeurs, oui, c'est l'avant-dernière. La problématique, c'est de déléguer une partie de sa communication à des personnes non choisies. Ça, pour tout communicant, c'est une vraie angoisse. Un vrai contrat qu'on ne maîtrise pas. Il y a une solution qui est de recruter un animateur de communauté. Ça repose sur la bonne volonté, et donc savoir ce qu'est la bonne volonté pour promouvoir un territoire. C'est quelque chose d'assez fragile, tant sur la durée que sur les ressorts psychologiques. Et puis, la difficulté qui est claire, c'est de faire vivre et de rendre dynamique le réseau. Et en fait, je pointe du doigt une première conclusion qui est, dans toutes ces démarches de communication et d'intelligence territoriale, soit il y a les acteurs qui étaient assis à la table tout à l'heure, qui parlent tous ensemble et tout va bien, mais qui n'ont pas complètement d'interaction avec les citoyens et les publics, soit on intègre les gens du territoire et de la région. Mais dans ces cas-là, il se crée un dialogue et une perte de contrôle et une circulation de l'information. Donc on est à la fois dans les complexités, mais on est bien dans des démarches de communication de 2010 sans aucun questionnement. Je ne dirais pas démocratie participative, ce qui n'a pas de sens, mais on est bien dans des logiques de communication actuelles. Alors voilà, la diapositive de conclusion, juste dans les temps, tout va bien, hein. Et je reviens à mon idée d'identité, parce que c'est important. On n'est pas simplement consommateur de lignes de bus ou d'université, on est aussi porteur d'une identité. Donc l'idée d'une intelligence territoriale, c'est fédérer les acteurs locaux et régionaux autour d'une identité souvent réelle et parfois revisitée. C'est le marketing qui va revisiter une identité, qui va réinventer un produit qui finalement n'avait pas d'histoire, mais on va le réinventer quand même. Ou alors qui va le remarketer, comme ici la moutarde de Dijon. Et puis, c'est l'émergence, et ça fait résonance avec ce qui s'est dit ce matin, l'émergence d'un territoire global au sens logique qui peut être tout à fait relié avec l'international sans passer par l'État.
Donc ils s'autonomisent, non, alors financièrement c'est une autre histoire, juridiquement je n'en sais rien, mais sur le plan des actions c'est tout à fait possible. Il suffit de voir ici, je ne sais pas, mais le nombre de délégations qui passent en Alsace, qui dialoguent directement de région à région. Alors le cas classique avec l'Alsace, c'est le Jiangsu, la province chinoise. Il y a une délégation par mois qui vient en Alsace. Donc, et puis il doit y avoir autant d'Allemands, de Polonais, etc. Ici, c'est sans doute la même chose. Je n'ai pas les chiffres ou les exemples, mais on a une sorte d'autonomisation et l'émergence d'un territoire qui dialogue avec d'autres niveaux. Voilà, c'était un aperçu du même sujet sous le regard de la science de l'information et de la communication. Merci de votre attention à cette heure avancée. Merci beaucoup pour cet exposé et à travers 2 illustrations de Lyon et Strasbourg et un véritable travail de chercheur qui vous honore. Un mot qui file dans les 2 sens, c'est un palindrome. Only-Lyon, ce n'est pas un palindrome puisqu'il faut inverser 2 lettres. Par contre, puisque le corps de la gendarmerie nationale est là, radar est un palindrome. Monsieur le sénateur maire, quelques questions autour de ce projet de loi sur la réforme, j'ai failli dire la réforme des retraites. Vous voyez comment on est en... Non, sur la réforme des territoires. Alors, première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi et quelles sont les raisons de cette réforme? Et pourquoi maintenant? Ah, pardon. Non, c'est moi. Oui, allez-y. Oui, si vous voulez, pour répondre à votre question, on ne fait pas une réforme pour le plaisir de faire une réforme. On fait une réforme quand on est et qu'on constate qu'on est dans une situation de blocage et que les services ne sont plus à la hauteur des espérances de nos concitoyens. Alors, quelle est la constatation qu'on peut tous faire? Puisqu'il y a un certain nombre de choses qui sont consensuelles, d'autres moins, mais il y a un certain nombre de choses qui sont consensuelles. Quelles sont les constatations que l'on peut tous faire? C'est que les lois de fer ont 25 ans, qu'elles ont eu une grande utilité, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Elles ont rapproché l'administré des structures intercommunales, elles ont permis la création d'un grand nombre de structures intercommunales, elles ont eu, et je crois qu'on peut le dire en liaison avec l'exposé qui vient d'être fait, elles ont permis de libérer les énergies des territoires. Mais avec le temps, les structures se sont empilées. Et il s'est créé un certain nombre de structures maintenant qui devient absolument gigantesque, puisqu'on a recensé sur le plan français plus de 18 000 structures intercommunales. Ce qui fait qu'en parlant un langage un peu trivial, plus personne n'y comprend rien, mais surtout au niveau de la démocratie, plus personne n'est responsable devant personne. Et c'est des empilements qui coûtent très cher et qui, à terme, reviennent sur les budgets communaux et reviennent sur les impôts des concitoyens. Donc il était nécessaire d'arriver à un phénomène de clarification de ces compétences, et puis deuxièmement, d'arriver à rentrer dans le XXIe siècle et d'avoir un monde moderne. Et pour reprendre l'exposé qui était fait avant, notamment a émergé assez rapidement dans le comité Balladur, dans un certain nombre de comités qui ont été créés, l'idée de créer des villes-mondes qu'on a appelées les métropoles. Et dans la loi, qui va être soumise à l'examen du Sénat mardi, puisque la commission mixte paritaire a eu lieu avant-hier, et qui a été donc positive, il y a la notion de métropole, qui seront des agglomérations de plus de 500 000 habitants. On a voulu volontairement les mettre à 500 000 habitants pour correspondre tout à fait aux objectifs qu'a donné monsieur il y a quelques instants. 500 000 habitants, ça permettra, je dis bien permettra, puisque la volonté sera locale, d'en créer au maximum 7 en France. Les 3 grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, bien évidemment, Lille, Strasbourg, cher ami, Nice, Toulouse, et puis j'ai dû faire mes 7, et Bordeaux. Bon, donc voilà les 7, qui seraient susceptibles de se créer. Et puis toujours dans la même logique de créer une dynamique des villes les plus importantes, on a trouvé qu'entre les villes moyennes et ces grandes villes, il pourrait y avoir une catégorie intermédiaire qui s'appellerait les pôles métropolitains, qui sont les agglomérations de 300 000 habitants qui pourraient travailler avec une autre pôle. C'est par exemple, comme nous on n'est pas très loin de la région lyonnaise, le grand pôle Saint-Étienne, Grenoble, avec la ville de Lyon, qui souhaite d'ailleurs s'étendre à ce niveau-là. Et on pourra d'ailleurs imaginer d'avoir une métropole plus un pôle métropolitain pour notamment la représentation internationale et de correspondre effectivement aux données que vous aviez données tout à l'heure, cher ami, sur les grandes normes. Et puis ce qu'on a souhaité faire, c'est aussi permettre de manière tout à fait pragmatique, parce que je crois que c'est une loi qui est très pragmatique, de répondre aussi aux aspirations de nos concitoyens en facilitant la création de communes nouvelles. Alors c'est quoi? C'est simple, c'est des communes qui veulent s'associer, qui veulent fusionner pour créer une entité nouvelle et correspondre là aussi aux besoins modernes. Et dans ce domaine, nous avons aussi souhaité réformer toute l'intercommunalité. La réformer dans un sens démocratique pour faire que ces intercommunalités qui deviennent extrêmement puissantes, puisque certaines intercommunalités ont des budgets supérieurs aux communes membres, et qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune responsabilité des élus qui votent les budgets de ces intercommunalités
face au public. D'où l'idée de créer le système qu'on a imaginé, ça sera au niveau des élections municipales, le système du fléchage pour les communes qui ont le scrutin de liste. Se posera d'ailleurs, ce qui n'est pas réglé dans ce projet de loi, la taille à partir de laquelle on considère qu'il faudra un scrutin de liste ou pas. Dans les projets gouvernementaux, c'était 500 habitants, mais je crois pouvoir dire que le chiffre paraît un peu bas. Et puis, la dernière nouveauté, qui elle a fait le plus de bruit sur le plan de la polémique, c'était la redéfinition des compétences entre départements et régions, partant de l'hypothèse qu'on s'apercevait que tout le monde fait tout, et son contraire. Et qu'en faisant cela, ça devient extrêmement compliqué. Je sais qu'il y a des maires dans la salle, et chacun l'a compris. Je ne vous citerai pas l'exemple du terrain de foot que j'ai cité dans 40 et quelques départements, où la commune est obligée de faire des demandes de subventions dans tous les sens. Et comme les demandes de subventions sont valables lorsque vous avez l'octroi de subvention de 2 ans, il est fort probable que la dernière subvention vous arrive au bout de 3 ans et demi ou 4 ans, n'est-ce pas, monsieur le secrétaire général, ce qui fait que vous avez perdu la première subvention quand vous avez la dernière. Bon, tout ça pour construire un truc qui est gigantesque, c'est un terrain de foot avec des vestiaires. Bon. Et pendant ce temps-là, les budgets sont bloqués, les entreprises cherchent du travail. Donc on a voulu simplifier. Et pour que le système marche, on a créé une nouvelle identité d'élus qui remplacera le conseiller général et qui remplacera le conseiller régional, qui s'appellera le conseiller territorial. Et ce conseiller territorial siégera alternativement dans les départements en tant que conseiller général et à la région en tant que conseiller régional. Alors là, après, on peut être d'accord, pas d'accord. Il y a tout un débat. Je suis prêt à en discuter avec vous sur la méthode d'élection, sur ce qu'il représente, son territoire. Mais la logique pour que le système marche était donc le conseiller territorial. Est-ce que, justement, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est peut-être certainement une question qui aurait eu dans la salle, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de réduire les échelons? Est-ce que c'est possible? Et est-ce que instaurer des conseillers territoriaux, est-ce que c'est une vraie fausse réforme qui ne supprime pas un échelon, ou est-ce que c'est un premier pas vers une réforme ultérieure qui visera au final à supprimer l'échelon qu'est le département? Non, alors là, je vais rebondir sur la dernière partie de votre question. Lorsque j'ai rencontré les présidents de département, j'ai été accusé, parce que je ne vais pas vous le cacher, je suis un défenseur de ce projet de loi, j'ai été accusé de vouloir supprimer les départements au profit des régions. Puis après, j'ai reçu les présidents de régions. Et j'ai été accusé de vouloir supprimer les régions au profit des départements. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de lire le même texte de loi. L'idée de départ était de dire, est-ce qu'on peut réellement supprimer un échelon? On s'est aperçu que non. Pourquoi? On a dit, prenez l'exemple, et si on raisonne en théorie, on supprime les départements. On dit, on met tout au niveau régional. On s'aperçoit qu'il y a toute une politique de proximité qui doit être faite au niveau du département. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le phénomène régional va créer des antennes, peu importe comment ils les appelleront, mais ce sera des antennes administratives qui remplaceront les conseils généraux. Seul hic, c'est qu'il n'y aura pas d'élus pour s'occuper de la gestion. Et c'est les hauts fonctionnaires, quelles que soient les qualités. Je suis fonctionnaire d'origine, donc n'y voyez aucune critique, mais c'est les hauts fonctionnaires qui vont gérer administrativement le département. Si on part sur l'inverse, on dit on supprime les régions, on renforce les départements. Qu'est-ce qui va se passer? Dès que vous allez parler de grands projets, de schémas ou autres, les départements vont se regrouper. Et ils vont recréer une administration qui, elle, aura la même chose, n'aura pas d'élus pour gérer directement cette structure. Donc l'idée qu'on a eue était l'idée suivante, c'est de dire, il faut que le département, je schématise, ait comme compétence la proximité. Toute la politique sociale, toutes ces choses-là. D'ailleurs, prenez par exemple une absurdité que je considère en France, vous avez les départements qui s'occupent des collèges, et des transports scolaires, vous avez les régions qui s'occupent des lycées. Ce qui fait que vous arrivez à ce paradoxe dans des villes comme la mienne, où on n'harmonise pas les heures de sortie des élèves dans le collège et dans le lycée, ce qui fait que pendant ce temps-là, vos bus, ils attendent tranquillement, ou les élèves patientent avec tous les risques qu'il y a à la sortie de l'école. Ce serait quand même plus simple qu'au XXIe siècle, ce soit une seule et même organisation qui s'occupe des deux. Donc on a dit qu'il faut définir les compétences départements et régions. Et pour que le système marche, il faut qu'effectivement, il y ait les mêmes élus au département et à la région. Et à partir de ce moment-là, on a dit, s'ils ont chacun leurs compétences, qu'est-ce qui se passe s'ils veulent travailler ensemble? Alors on a dit, c'est facile. Tant qu'ils n'auront pas fait de schéma régional, ils ont chacun leur domaine de compétences. Mais ils auront, s'ils le souhaitent, un schéma régional à faire, qui pourrait être d'ailleurs différent d'un département à un autre dans les systèmes d'action financière. Et c'est cette espèce de règlement, ce schéma, qui s'appliquera à leurs décisions et qui permettra d'intervenir dans tel ou tel domaine avec beaucoup de souplesse. Pour des régions comme la région Bourgogne, il est évident que les problèmes de la Nièvre n'ont rien à voir pour une partie rurale avec les problèmes de la vallée de la Saône. Donc on pourrait imaginer que dans le schéma, on fasse bien vivre les territoires et donner des réponses précises à nos territoires. Et cette complémentarité entre les départements et les régions n'a pas pu se faire dans le cadre, je fais exprès de me mettre en avocat du diable, dans le cadre d'un établissement public de coopération? Ah si, mais vous n'êtes plus en collectivité locale. Alors je vous signale qu'il y a quand même une constitution en France qu'il faut respecter, tout moins c'est la base de notre vivre ensemble, et qui dit que les régions sont des collectivités territoriales.
Donc il fallait respecter la collectivité territoriale. Quid de la suppression de la clause générale de compétence? Alors ça, c'est qu'il y a des juristes dans la salle, quelque chose qui m'a toujours amusé, parce que tout le monde parle de ça, on l'a vu dans toute la presse, et c'est la seule notion juridique qui n'existe pas. Je défie quelqu'un de me trouver un document qui vous dise qu'il y a une clause de compétence générale. Les communes ne l'ont pas pour une raison très simple. Un maire ne rend pas la justice. Un maire n'a pas une politique internationale, n'a pas d'ambassadeur à l'étranger. Donc on voit bien que d'ailleurs, des relations internationales. Oui, il peut avoir des relations internationales, mais il n'a pas d'ambassadeur. Je vous rappelle que dans la Constitution, il est dit que les communes s'administrent librement avec des conseils municipaux librement élus dans le cadre des compétences dévolues par la loi. Si on avait une compétence générale, il n'y aurait pas eu besoin de mettre par le cadre des compétences dévolues par la loi, puisque ça aurait été de droit. Donc cette notion qui n'existe pas fait fureur et tout le monde dit que c'est la suppression des compétences générales. En fait, ce que chacun a bien compris, c'est que lorsqu'il y a un problème dans une collectivité, vers qui s'adressent les gens? Et on s'aperçoit que le public s'adresse vers le maire ou les adjoints. Et qu'en définitive, dès qu'il y a dans une nuit un immeuble qui brûle, il faut reloger des gens, on ne va pas voir le conseiller général ou le conseiller régional. On va voir le maire et ses services. Donc on se rend bien compte qu'il fallait quelqu'un qui puisse s'occuper de tout sur le territoire de la collectivité. Eh bien, ce monsieur qui doit s'occuper de tout, c'est la commune. À partir de là, les structures départementales et régionales peuvent avoir des compétences extrêmement précises. Alors, quand j'ai dit ça, se pose un certain nombre de problèmes, notamment dans le domaine sportif, culturel, dans le fonctionnement de nos associations. Donc là, on a permis, et la loi va le permettre et va le dire si elle est votée mardi et la semaine d'après à l'Assemblée nationale, que là, les collectivités départementales et régionales retrouvent leurs compétences. Avec, il me semble quand même, dans le Code général des collectivités territoriales, une disposition qui dit que la commune a compétence pour les affaires intéressant la commune, ou quelque chose comme ça. Oui, dans le cadre fixé par la loi. Ça, c'est dans la Constitution. Oui, justement, oui, mais la loi ne peut qu'appliquer la Constitution. Si la loi ne fixe pas un cadre de compétence, il y a par définition une clause de compétence générale. Ouais, mais tout ce qui n'est pas par la loi. Oui, d'accord, mais vous avez la limite suivante, cher ami, c'est l'État qui est au-dessus. Alors, mais je ne rentrerai pas dans le débat sémantique. On l'a eu avec le Conseil d'État. Autre question, mais je reviens sur les conseillers territoriaux. Il y a eu une opposition entre l'Assemblée nationale et le Sénat, d'où notamment la commission mixte paritaire, sur le mode de scrutin des conseillers. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, on était obligé de modifier les structures cantonales, puisqu'on avait eu des remarques et du Conseil d'État et une recommandation du Conseil constitutionnel sur la représentativité des conseillers généraux. D'ailleurs, je ne sais pas dans quel département vous êtes, mais vous avez des écarts considérables. Ça va à peu près de 1 à 20 ou 30. Dans le département de Saône-et-Loire, le plus petit canton doit faire 1600 habitants et le plus grand 35 000. Donc il est évident que sur le plan des principes, ça ne respecte pas. Donc de toute façon, il fallait arriver à redécouper. Alors il y avait en gros 2 théories possibles. La première, c'était de dire on fait pour le secteur rural ou mi-urbain un scrutin territorial tel qu'on connaît, uninominal à 2 tours, et on fait une proportionnelle dans les villes. C'était une idée qui a germé, qui a fait un bout de chemin. Et puis après, l'Assemblée nationale, par contre, elle était complètement opposée à ce système-là et souhaitait que l'on ait un scrutin uninominal à 2 tours, un scrutin qu'on connaît et qui est tout à fait classique, sur l'ensemble du territoire. Donc c'est cette décision qui a été emportée et que la commission mixte paritaire, avant-hier, a acceptée, avec une modification du code électoral qui dira que pour être candidat au 2e tour, il faut faire au minimum 12,5% des inscrits. Et cette disposition s'appliquant d'ailleurs, si elle est votée, aux prochaines cantonales de mars 2011. Donc on va déterminer un certain nombre de cantons, de nouveaux cantons, dans le cadre d'un tableau qui est annexé à la loi qui va être votée. Alors ce tableau retrace, région par région, le nombre de conseillers territoriaux, puis à l'intérieur de chaque région, le nombre de conseillers territoriaux par département, avec un certain nombre de bornes. D'abord, on s'est aperçu, et vous avez des régions qui sont immenses, prenez par exemple Midi-Pyrénées, vous avez des tout petits départements et des grands départements. On s'est aperçu que si on faisait de la proportionnelle stricte dans le nombre, je ne parle pas du découpage sur le terrain, mais je parle dans le nombre, certains départements, par exemple comme les Alpes de Haute-Provence, seraient administrés par 2 personnes. On imagine bien un conseil général qui se réunit, 2 personnes, ils se retrouvent le matin à l'apéritif, ils se distribuent le budget à tous les 2 et ils s'en vont. Vous comprenez bien que le système n'était pas concevable. Donc on a décidé que chaque département serait représenté par un minimum de 15. Ce qui fait que tous les plus petits départements ont forcément 15 conseillers territoriaux. Alors pourquoi on a pris le chiffre de 15 ? On ne l'a pas du tout inventé. Il a été validé par le Conseil constitutionnel, c'est le territoire de Belfort. Donc, à partir du moment où on avait une validation du Conseil constitutionnel sur le territoire de Belfort, on a pu l'étendre sur l'ensemble des petits départements de France. Puis après, on a fait une règle à peu près proportionnelle. Alors, j'insiste là pour ceux qui sont juristes, à l'intérieur des régions. C'est-à-dire que si vous comparez 2 régions, le poids des conseillers territoriaux n'est pas identique.
En revanche, à l'intérieur d'une même région, avec un coefficient à peu près de 20%, le poids de chaque conseiller territorial sera identique. Alors on va arriver à des conseils généraux qui seront moins nombreux qu'aujourd'hui. En revanche, chacun le comprend bien, on va arriver à des conseils régionaux qui seront plus nombreux qu'aujourd'hui. D'où l'idée de dire, parce que c'est très bien que quand on a une assemblée un peu importante, c'est extrêmement difficile de la gérer, une possibilité de créer une commission permanente avec beaucoup de délégations qui sera en fait le gouvernement régional ou le gouvernement départemental dans ce système-là. D'accord. Je propose tout de suite de prendre quelques questions dans la salle. Monsieur, alors, oui, le micro qui est là. Non, il marche, je crois. Je crois qu'il fonctionne. Il marche. Là, il court. Ça marche. Non, je pense qu'il l'a éteint. Ouais. Si, regardez. C'est Roland Garros. C'est Roland Garros. Il suffit de taper dessus. Merci. Oui, monsieur le sénateur maire, vous avez démarré votre propos en expliquant que vous aviez, on avait une multitude de couches dans l'organisation de nos collectivités territoriales et que on a compris qu'il y avait manifestement peut-être trop de structures qui géraient l'ensemble des compétences pour nous administrer. Mais à cela, on propose une réforme où finalement on nous dit bon non, le département on ne va pas trop y toucher, et on rajoute les pôles métropolitains et des métropoles. Ce qui voudrait dire qu'en fait, au constat que vous faites où il y a peut-être trop de structures et que les gens sont perdus, on en rajoute encore quelques couches. Qu'est-ce qui, derrière, se dessine à l'avenir parce que beaucoup de maires, notamment des maires ruraux, s'inquiètent par le transfert des compétences qui sont faites, notamment sur les EPCI, sur l'avenir des collectivités de proximité qui sont les communes. Ça, c'est ma première question. Et j'en ai une deuxième, j'en profite. Elle concerne effectivement le mode d'élection des délégués qui seront qui siégeront dans les conseils des EPCI. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait, avant de se pencher sur le mode de désignation des élus qui vont siéger dans ces conseils, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas déjà s'interroger et terminer le travail sur le périmètre des EPCI avant d'envisager une telle réforme? Alors, trois choses pour vos trois questions. J'ai parlé de couches qui sont trop importantes. Je n'ai pas parlé de structure. Le problème, c'est l'empilement de nos structures qui existent. Quand on a créé les pôles métropolitains, si vous créez un pôle métropolitain, ou si vous créez une métropole, il n'y aura plus ni communauté de communes, ni communauté d'agglomération à l'intérieur de la métropole. Ça sera la métropole, qui aura même des compétences départementales et régionales. Le problème, c'est pas qu'il y ait trop de structures, c'est qu'elles s'empilent. Je vais vous citer un exemple très précis, ce qui fait que même à la fin, on arrive à plus du tout s'y reconnaître. Vous avez plein de syndicats. Alors, c'est pas une critique sur le passé, parce que quand les syndicats ont été créés, ils correspondaient à un problème qui existait dans une région, et on a essayé de le régler avec une coopération intercommunale. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez par exemple le phénomène des rivières. Eh bien, vous avez, par exemple, moi je vois en Saône-et-Loire, vous avez des syndicats qui se sont empilés pour régler le problème de la rivière. Ce qui fait qu'au lieu de traiter de tout un bassin versant, on le traite, permettez-moi l'expression, par le petit bout de la lorgnette. Et administrativement et juridiquement, c'est d'ailleurs plus qui fait quoi. Et on est arrivé à ce paradoxe qui théoriquement est interdit, c'est la subdélégation de compétences. Ben, elle est de fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus exactement où on en est. Alors qu'on a besoin, dans certains sujets, d'avoir des visions générales. Le problème de l'eau, c'est de regarder dans quel sens elle coule, pourquoi elle est bloquée, pourquoi elle arrive trop vite aujourd'hui, enfin, toutes les questions que vous connaissez aussi bien que moi. Et ça, on ne peut plus l'aborder avec des petites structures qui s'empilent les unes aux autres. On finance des études pour rien, qui sont toutes les unes plus les autres incomplètes les unes que les autres. Et c'est ça qu'on a voulu éviter. Pour le deuxième sujet que vous avez abordé, les communes rurales et les structures intercommunales, et notamment le système de désignation. L'avenir des communes, il y avait deux cas de figure, ce qu'on pouvait réfléchir. C'est de dire, est-ce qu'on privilégie dans la loi la structure intercommunale ou est-ce qu'on privilégie la commune? Si on avait décidé de privilégier la structure intercommunale, pour la réponse politique était claire, c'était l'élection au suffrage universel direct des délégués communautaires.
Et ça voulait dire que toutes les communes, à terme, disparaissaient et qu'on appliquait la loi Paris-Lyon-Marseille, y compris à nos communes rurales. Chaque commune rurale devenant une espèce de commune d'arrondissement. C'est absolument le contraire qu'a voulu le Sénat. Et ça, là, le Sénat s'est battu pour dire, pour nous, la cellule de base, c'est la commune. La structure intercommunale n'est qu'un outil pour permettre de répondre à un problème posé. Et ça, vous le verrez très nettement dans les débats parlementaires au Sénat, ça a été très clair, c'est la commune doit être la cellule de base. Alors l'élection au conseil communautaire, deux problèmes se posent. Le premier, le nombre de délégués auxquels vous avez droit, et deuxièmement, la méthode d'élection. Donc la méthode d'élection, elle est simple à partir du moment où on regarde si vous êtes au-dessus ou au-dessous d'un certain seuil, savoir si vous êtes au scrutin proportionnel ou si vous êtes au scrutin panachage. D'abord, le seuil. Alors le seuil, le gouvernement l'a fixé à 500, ça sera le projet de loi 61, c'est pas dans ce projet de loi ici, c'est un projet de loi qui passera en 2011 ou 2012, qui devra fixer le seuil. Alors le seuil, moi j'ai été maire rural pendant près de 24 ans, je peux vous dire que les élections municipales, quand vous êtes au panachage, ça s'assimile assez bien au tirage au pigeon d'argile. En général, l'adjoint qui a travaillé, c'est le plus rayé, parce qu'il s'est mis des gens à dos. Et l'adjoint ou le conseiller municipal qui n'a jamais rien foutu pendant 6 ans, qui fait le tour de toutes les manifestations, qui est populaire, qui au nord de la ville, et au nord de la petite commune, est d'accord avec celui qui parle, qui va un quart d'heure après au sud de la commune, et on lui dit exactement le contraire, est aussi d'accord, en général, c'est celui qui est élu le mieux. Donc à partir de ce moment-là, on a dit qu'il ne faut surtout pas prendre l'ordre du tableau. Donc on a dit c'est le maire qui représentera sa commune, et si le maire ne veut pas pour des raisons qui lui sont propres, c'est le conseil municipal qui désignera les délégués. Quand on tombera au-dessus d'un certain seuil, donc aujourd'hui, telle proposition à 500, on aura un scrutin de liste. Et on a instauré le système dit du fléchage. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre liste aux élections municipales, vous flécherez en disant voilà, si ma liste gagne, voilà les personnes, monsieur et madame Intel, qui iront pour représenter la commune au sein de l'intercommunalité. Ce qui fait qu'au moment où les gens vont voter, ils sauront qui va aller à l'intercommunalité. Et je crois que le débat, comme ça, sera plus clair. D'abord, dans le débat municipal, on parlera de l'intercommunalité. Je peux vous dire qu'en fait, on en parle très peu aujourd'hui, ce qui est quand même dommage au niveau démocratique, parce que les intercommunalités ont un grand pouvoir. Et deuxièmement, les électrices et les électeurs sauront qui on envoie. Et c'est quand même plus clair. Alors qu'aujourd'hui, le conseil municipal se réunit, prend une délibération, il envoie un tel. L'électrice et l'électeur n'est jamais consulté pour savoir qui va y aller. Donc voilà le système de mode d'élection qui va être pris. Pour en revenir aux communes rurales et sur l'intercommunalité, ce qu'on souhaite, c'est que les communes rurales, librement, puissent effectivement créer leur communauté de communes avec les compétences que librement elles voudront lui donner. Alors le périmètre pertinent, alors là je me fais aussi moi un peu provocateur, c'est l'idée que j'entends partout, mais il est pertinent pour qui ? Il est pertinent pour celui qui est en train de faire son périmètre. Alors si vous prenez l'homme politique, mais il est pertinent en fonction du secteur qui l'arrange un peu. Si vous prenez un professeur de faculté, il a d'autres critères, il aura un autre périmètre. Et parfaitement objectif. Comme l'homme politique. Jamais vu un homme politique pas objectif. Ça se saurait si on n'était pas objectif. Et puis on n'a jamais aucune arrière-pensée, donc il n'y a aucun problème. On n'a jamais vu une carte intercommunale de près ou de loin se faire avec une arrière-pensée, cher ami. Loin de nous cette idée. Donc chacun comprend bien que le terme de pertinence. Alors je me suis battu sur un sujet, et j'en suis très fier parce que je l'ai emporté quand même au bout d'un certain temps, a été une idée qui est sortie de la tête des hauts fonctionnaires, c'est de dire au niveau de la pertinence, il faut au minimum 5000 habitants. Alors je leur ai dit, moi je veux bien, mais je vais quand même vous poser 3 questions, puis vous me répondrez. D'abord, pourquoi 5000 et pas 6000 ? Et puis 5000, ça veut dire quoi ? Quand vous prenez des communes viticoles, la moyenne de la population des communes viticoles tourne autour de 500 habitants, et les moyennes de territoire, c'est très bien, tournent autour de 500 hectares. Ce qui veut dire que si vous voulez faire un truc de 5000 habitants, c'est 10 communes de 500 habitants, 5000, et 10 communes de 500 hectares, 5000. C'est quelque chose de normal. Quand vous êtes dans les régions d'élevage, je l'étais. J'étais maire d'une commune qui faisait déjà 3200 hectares. Et la moyenne est aussi marrante parce que ça tourne autour de 500. Ce qui veut dire que si vous voulez faire une moyenne de 5000 habitants dans les zones d'élevage ou les zones un peu désertiques de notre pays, vous allez vous trouver avec des pôles qui vont faire entre 30 000 et 40 000 hectares. Je souhaite bien du plaisir au président de cette communauté de communes qui aura comme attribution principale, parce que c'est ce qui intéresse le plus les communes rurales, la mise en gestion commune de la voirie, de gérer son personnel pour s'occuper des fossés. Votre type, il va partir le matin à 8h avec le tracteur, il va arriver à midi sur le lieu du travail, il va dire c'est midi, il faut que je rentre manger. Il va revenir, puis il va partir l'après-midi, il aura fait du tracteur, mais il n'aura pas fait 1 cm² de fossé. Donc je dis, il faut quand même rester dans une logique.
Deuxièmement, dans le Tour de France que j'ai fait pour partie, j'ai rencontré un certain nombre d'élus, de gauche et de droite, et qui m'ont expliqué une chose qui paraît assez évidente, c'est que la France, c'est pas un terrain plat. Il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des rivières, il y a des coupures géographiques. Et que si on veut effectivement faire une communauté de communes qui tienne, il faut peut-être quand même tenir compte de la géographie. Et qu'en zone de montagne, si vous avez une montagne pour faire 5000 habitants, que vous mettez Ladré et Lubac, il est fort probable que ça va leur poser des problèmes de communication, notamment l'hiver. Donc on a mis dans la loi qu'il faudrait se rapprocher de 5000 habitants, mais il y a des dérogations tout de suite sur les communes de montagne, et on donne le soin, cher ami, au préfet de faire preuve de pragmatisme pour ne pas tenir compte de ce chiffre de 5000 comme quelque chose d'une norme intangible. Une autre question dans la salle ? Tout le monde est fatigué en fin d'après-midi. Ben voilà. Donc, je vais donc passer maintenant la parole au représentant du préfet. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Oui, ça a l'air de marcher, oui. Monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les élus, je voudrais d'abord excuser Christian Lavernay, le préfet de la région, qui aurait voulu être parmi nous ce soir pour clôturer ses travaux, d'autant qu'il accorde beaucoup d'intérêt à ces questions d'intelligence territoriale et d'intelligence économique. Je voudrais non pas résumer tous les travaux, parce que malheureusement mon emploi du temps ne m'a pas permis d'assister à tous les travaux depuis ce matin, mais dire quelques mots. Compétitivité et attractivité du territoire sont, comme vous l'avez dit, au moins dans l'après-midi, devenus les deux maîtres mots du développement économique territorial. Compétitivité, parce que c'est l'unique manière de maintenir nos entreprises et nos emplois sur le territoire. Attractivité, car c'est ainsi qu'on crée aussi ces emplois nouveaux dans notre région. Alors vous êtes parti de l'intelligence économique. L'intelligence économique, elle a deux facettes. Elle a un volet défensif et elle a un volet effectivement offensif. Et toute la journée, les débats nous ont expliqué l'intérêt de l'adaptation du concept d'intelligence économique au territoire, et nous ont permis de comprendre dans quelles conditions la concurrence entre territoires peut s'avérer fructueuse ou au contraire déstructurante. Les interventions furent diverses, de grande qualité, et je veux donc, au nom du préfet, remercier tous les intervenants ainsi que les organisateurs de cette journée. La mondialisation des échanges, le développement de l'Union européenne aussi ont profondément modifié l'environnement économique des territoires. La concurrence mondiale accrue accentue la pression sur nos économies et nos régions qui subissent de plein fouet les restructurations de l'économie mondiale, mais avec des rythmes et des formes différentes selon les territoires. La tentation est donc grande pour chaque territoire de se penser unique, d'agir en ne pensant d'ailleurs qu'à lui-même. Et pourtant, un certain nombre de contraintes identiques s'appliquent aujourd'hui à tous les territoires. Dans le monde d'aujourd'hui, il nous est bien sûr plus possible de faire la différence en France et en Europe sur les coûts, si nous voulons maintenir notre niveau de vie. Alors c'est donc par l'innovation que nous devons nous démarquer, par la fabrication de nouveaux produits, de nouveaux services uniques, spécifiques, différenciés, que nous serons les seuls à maîtriser. Voilà l'enjeu pour nous de l'innovation. L'innovation se nourrit avant tout des compétences des femmes et des hommes qui peuplent les entreprises. Ce sont donc ces compétences qu'il faut mettre en avant et exploiter au mieux pour accroître notre compétitivité et donc à terme notre richesse. Et à cet égard, je voudrais souligner des éléments de cette mise en réseau que l'on peut obtenir à travers l'innovation. On a soulevé tout à l'heure les questions de pôle de compétitivité. Je voudrais aussi souligner, par exemple, que le projet, qui est une réalité maintenant des investissements d'avenir, ce qu'on a appelé un temps le grand emprunt, vise à mettre le paquet en termes de montants financiers, justement pour accompagner tout ce qui est en amont, la recherche notamment, et permettre le développement de manière massive dans les années qui viennent sur le territoire, eh bien à l'échelle de la France, de constituer des réseaux qui seront capables d'affronter la concurrence mondiale, en matière notamment de recherche. Au plan régional,
La stratégie régionale d'innovation que nous avons conduite, l'État et la région, poursuit cet objectif selon 3 axes qui ne vous surprendront pas. D'une part, l'intensification des échanges entre recherche et entreprises sur le territoire. Et d'autre part, le développement des compétences. Et enfin, l'attractivité du territoire. Innover, c'est s'appuyer sur des compétences pour fabriquer des produits différenciés, des services uniques. Et ces compétences doivent donc quelque part être spéciales et uniques. Car c'est en développement ces compétences différenciées que nous pourrons nous démarquer, comme les uns et les autres l'ont dit. Cette démarche implique alors de mettre au point une forme de spécialisation territoriale, un développement de spécialités locales. Nos territoires ne pourront pas tous faire tout. Ils doivent pouvoir apparaître comme étant porteurs d'une compétence, d'un savoir-faire, d'une spécialité, d'où ces notions de pôle de compétitivité que j'évoquais tout à l'heure, avec en Bourgogne, effectivement, deux éléments forts que sont Vitagora au travers de l'alimentation et de la santé, et puis le pôle nucléaire de Bourgogne autour de l'industrie de la métallurgie, mais aussi d'autres formes de coopération, à la fois entre la sphère des entreprises, la sphère de la recherche et la sphère de l'institution publique, les clusters, et nous avons aussi des compétences en la matière en Bourgogne, sur des territoires marqués. Je pense notamment à ce qui touche aux agromatériaux, à ce qui peut toucher en matière de plasturgie, à ce qui peut aussi concerner même une partie de la filière automobile. En guise de conclusion, et après ces échanges, je crois que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est sortir des concurrences stériles, éviter à tout prix la course à la subvention pour attirer des projets. Dans tous les cas, l'environnement budgétaire actuel nous y contraindra de toute façon. Au contraire, ce qu'il nous faut aujourd'hui, comme les différents interlocuteurs l'ont expliqué selon leur propre sensibilité, c'est mettre en place une vraie intelligence territoriale. Un travail, je dirais, stratégique de fond, dans lequel chaque territoire identifie ses atouts et ses faiblesses et se construit une vraie spécialisation, s'appuyant sur son histoire, sur ses compétences particulières, sur celles de ses citoyens et sur sa capacité à mettre en réseau les différents acteurs. Ce travail stratégique ne nécessite pas forcément d'investir énormément d'argent, il demande par contre un fort investissement intellectuel, une réflexion profonde de chaque territoire sur ses qualités, sur la voie qu'il choisit. Et notamment, je pense qu'on peut mesurer aujourd'hui de plus en plus la qualité et la compétitivité des territoires à travers aussi la matière grise des chercheurs que nous avons sur un territoire. Et non seulement la matière grise des chercheurs, mais la matière grise des chercheurs de haute qualification. Enfin, qui dit stratégie, dit choix, dit priorité. Tout ne peut pas être priorité. Aujourd'hui, outre un lourd travail de réflexion, c'est donc de courage dont nous aurons besoin, et je voudrais finir sur cette notion. Le courage, c'est de regarder la réalité en face, c'est d'accepter que demain sera peut-être différent et que nous devons donc nous adapter. Nous devons nous appuyer sur certaines traditions, sur certains savoir-faire, mais malheureusement aussi en laisser tomber parfois d'autres. Et sans ce courage-là, nous ne saurons pas relever les défis qui nous attendent et qui doivent conduire à organiser en fait notre territoire pour qu'il soit nos territoires, pour qu'il soit compétitif face à la concurrence des autres territoires et des autres territoires à l'échelle mondiale. Voilà ce que je voulais dire au nom du préfet et vous remercie tous de votre attention et remercier encore à nouveau les organisateurs pour la qualité à la fois des sujets qui ont été portés, des intervenants et du dialogue qui a pu se faire tout autour de cette journée. Lorsque la décentralisation acte 2 avait été adoptée, certains maires de petites communes, des amis, disaient « ça y est, tout a été fait, tout a été mis en place, maintenant on va pouvoir voir de loin et vivre ce qui a été fait ». Et à ce moment-là, j'ai dit « mais monsieur le maire, tout ne fait que commencer ».
Monsieur le secrétaire général, vous avez dit courage, vous avez dit engagement, vous avez dit finalement foi et beaucoup d'espérance dans ce qui est en train de se mettre en place. Nous avons parlé de réformes, on est allé jusqu'à mutation. Le plus difficile aujourd'hui n'est pas finalement de comprendre ce qui se passe. Un peu de pédagogie, un peu de temps, beaucoup de lecture, et on arrive à comprendre. Le plus difficile n'est pas de comprendre. Le plus difficile est d'admettre ce qui est en train de se passer. Une chose est certaine, si on ne fait que comprendre, la nature ayant horreur du vide, on n'acceptera jamais de dire que ce qui était n'est plus. Si on admet ce qui se passe, on prend le choix de l'engagement à trouver des voies nouvelles pour des enjeux nouveaux au service de qui? Au service du territoire et de ceux qui y vivent. En somme, lorsque l'on admet ce qui se passe, le plus dur sans doute est fait, car une journée comme celle-ci, au vu de la richesse de ce qui a été dit, au vu de l'engagement des uns et des autres, des unes et des autres, oui, on peut dire que lorsque l'engagement est choisi, le plus dur est fait, car quelle richesse de propositions, quelle volonté on a pu voir aujourd'hui. On a eu des solutions, on a des pistes de réflexion. Donc on peut être confiant, on peut être plein d'espérance. Le plus difficile est de se dire qu'en s'adaptant, on ne disparaît pas. Il y a plusieurs formes de définition du mot intelligence. Je crois qu'une belle journée comme celle-ci, grâce à vous tous, la seule qu'il faille garder, c'est celle de l'adaptation. Qui s'adapte est intelligent. Des problématiques très riches, comme jamais on en a rencontré. Lorsqu'on est dans des voies de mutation, on peut se permettre des débats de fond. On peut se permettre des problématiques que l'on n'ose jamais poser. Et il faut les poser. Il faut aller jusqu'au bout. Et il y a bien là l'enjeu de la réussite. Ce n'est pas la réussite d'un territoire, c'est la réussite d'un ensemble. Là, les partenaires ne sont jamais assez nombreux, ça c'est clair. Les savoir-faire jamais mis suffisamment en relation. Donc il vaut mieux rassembler que diviser. Il vaut mieux regarder devant plutôt que titiller sur des choses qui n'en valent pas la peine. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le temps, parce que nous n'avons plus le temps. Ça n'est pas parce que l'État change, que l'État s'oppose. L'État a autre chose à faire que de considérer les territoires comme des ennemis. Certainement pas. Donc, allons de l'avant. Quelle conclusion peut-on tirer d'une telle journée? La première, c'est un immense merci aux étudiants du M2, Finances des collectivités territoriales et des groupements. Sous vos applaudissements. Vous avez été merveilleux et merveilleuse. Et vous savez, quand je ne pense pas, je ne dis pas, hein, vous le savez. Donc, vous avez merveilleusement bien orchestré cette journée. Et vous aurez très prochainement l'occasion de visiter le site du M2 Finances des collectivités et des groupements. Et vous pourrez y retrouver, j'espère rapidement, l'ensemble des interventions, la journée aussi qui a été filmée. On verra si on met l'intégralité, ça peut être un peu lourd, ou certaines séquences. Donc, à tous les élus de ces collectivités territoriales, de ces territoires, de toutes ces belles structures. Donc, vous avez les CV de nos étudiants de ce M2 Finance. Il y a, je le dis parce qu'il n'y a aucune fierté là-dedans, il n'y a pas besoin d'un QI 360 pour créer un M2 Finance des collectivités et des groupements. Il faut faire l'effort de voir qu'il y a des besoins urgents, qu'il y a des savoir-faire merveilleux et qu'il faut mettre en relation tout cela. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, les uns et les autres. Quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez là de merveilleux étudiants et étudiantes qui sont envie de s'engager et qui, en tout cas, c'est l'expérience qui le montre, font des stages absolument merveilleux. Ça, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion, merci à vous tous qui avez pris sur votre temps. Une journée, c'est pas rien. Une mobilisation de neurones comme ça, c'est hors de mobilisation générale. Hein. Faut en garder un petit peu pour ce soir encore. Mais un grand merci pour vos questions, votre concentration aussi, pour d'avoir supporté la faim pendant une heure et demie. Manger à 13h30, on n'a jamais vu ça. C'est possible. Donc on verra si on fera ça à 14h la prochaine fois. Non, surtout pas. Il est fou, Raymond. Alors,
Quelle conclusion peut-on apporter à cela? La dernière conclusion, la seule. À suivre. Merci de votre attention. Merci Jean-Patrick.